La jeune fille n'arrêtait pas de se gratter le nez pendant si longues années. Ce que les médecins ont finalement découvert était tout simplement incroyable. C'était une matinée d'hiver froide mais sèche à Chicago. Sur un banc de pierre niché dans un coin de la cour d'école, Alyssa était assise, recroquevillée. Un bras serrait fermement son sac à dos, tandis que l'autre main se gratta le nez à plusieurs reprises, prise dans un réflexe qu'elle ne contrôlait pas. « Alyssa, arrête de te gratter. »« Tu saignes » murmura Eleanor, l'une des rares camarades de classe à lui parler encore, les yeux remplis d'inquiétude et de peur. « Je ne peux pas le supporter » gémit doucement Alyssa, sa voix étouffée, comme si elle avait un rhume. « J'ai l'impression que quelque chose rampe dans mon nez. » Une traînée de sang rouge vif coulait sur sa lèvre. Eleanor recula instinctivement. La cloche de l'école sonna et les enfants se précipitèrent à l'intérieur, mais Alyssa resta assise, le visage pâle et les yeux assombris par l'épuisement. Les démangeaisons incessantes avaient commencé alors qu'Alyssa n'avait que 6 ans. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort, mais avec le temps, cela s'est transformé en une obsession à laquelle elle ne pouvait échapper. Elle avait consulté des dizaines de médecins des petites cliniques privées aux grands hôpitaux mais personne n'était en mesure de lui donner une réponse claire. Une possibilité est la rhinite allergique chronique, a suggéré un médecin. Non, il s'agit probablement d'un trouble du nerf sensoriel, a contesté un autre. Certains enfants traversent des phases comme celle-ci et finissent par en sortir. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, a assuré un troisième. Mais pour Alyssa, les démangeaisons ne cessaient jamais. Elles s'intensifiaient, remontant jusqu'à l'arête du nez, provoquant maux de tête et vertiges. Pire encore, elle souffrait fréquemment de saignements de nez la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Elle n'arrête pas de renifler, a demandé à voix haute un garçon en classe, provoquant le rire. Burke. Ne t'assois pas près d'elle, cria un autre. Bientôt, Alyssa se retrouva complètement isolée. Personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle en classe. Au déjeuner, elle mangeait seule. Ses professeurs, frustrés, pensaient qu'elle cherchait à attirer l'attention. Tu dois être plus sérieuse, Alyssa. Personne ne se gratte constamment le nez parce que quelque chose rampe à l'intérieur, a déclaré froidement sa professeure principale, Miss Catherine. Je n'invente rien. C'est réel. Je le sens, comme si c'était vivant, sanglota Alyssa. Miss Catherine secoua la tête avec dédain. Il faut consulter un psychologue. À la maison, la situation était encore pire. Leur petit appartement au 4e étage d'un complexe de Brooklyn était froid et calme. La belle-mère d'Alyssa, Martha, était rarement à la maison et lorsqu'elle était présente, elle prononçait à peine plus de quelques mots. Leur relation ressemblait à celle d'un patron et d'une femme de chambre. Un après-midi, alors qu'Alyssa franchissait la porte, Martha a crié « Va nettoyer la cuisine. » Je ne suis pas ta foutue servante. Je suis un peu fatiguée, dit doucement Alyssa. J'ai saigné du nez à l'école ce matin. Fatiguée? Tu racontes encore des conneries. Pourquoi ne pas mourir tout de suite, s'exclama Martha. Alyssa se figea, se mordant la lèvre. Du sang séché s'était incrusté autour de ses narines. Elle hocha la tête en silence et se dirigea vers la cuisine. Cette nuit-là, alors qu'elle passait la serpillière, des démangeaisons se déchaînèrent sous sa peau comme des vagues furieuses. Elle laissa tomber la serpillière, s'assit par terre et se griffa désespérément les deux côtés du nez, la tête lui tournant. Et maintenant? Martha sortit en trompe du salon, ceinture à la main. Je ne peux pas respirer. Ça bouge dans mon nez, a crié Alyssa. Vlan. La ceinture lui claqua dans le dos, brûlant comme un feu. Tais-toi. Tu es une reine du drame. Personne n'a pitié d'un fou, grogna Martha. Personne ne l'a défendu. Les voisins ont entendu les cris, mais sont restés silencieux. Martha était une femme aimable que tout le monde accueillait chaleureusement, répétant toujours qu'elle aimait profondément Alyssa. Mais la pauvre fille était profondément troublée. Un jour, Alyssa s'est confiée à son professeur de biologie, Miss Teresa, une femme plus âgée qui prêtait une grande attention à ses élèves. Mademoiselle Teresa, mon nez, il n'est pas normal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Comme s'il était vivant. Miss Teresa plissa les yeux avec inquiétude. Tu es sérieux? Est-ce que ça fait mal? Oui, et j'ai aussi des saignements de nez. Je n'arrive pas à dormir la plupart des nuits à cause de ça. Après une pause, Mademoiselle Teresa reprit sérieusement, je vais en parler au médecin scolaire.
Mais n'en parle à personne, d'accord? Ils diront juste que tu inventes encore des histoires. Alyssa hocha la tête, ressentant une faible mais véritable lueur d'espoir. La semaine suivante, des agents des services sociaux de la ville se sont rendus à l'école. Une femme nommée Laura a interrogé Alyssa en privé. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager? Est-ce que quelqu'un à la maison vous a frappé? Demanda doucement Laura. Alyssa hocha légèrement la tête, se grattant continuellement le nez. Ma belle-mère. Elle me frappe, ma femme. Mais le plus important c'est qu'il y a quelque chose de très étrange dans mon nez. Laura cligna des yeux. Pouvez-vous expliquer cela? Je le sens bouger. Quand je le gratte, je le sens se contracter. On dirait une créature. Laura échangea un regard avec sa collègue et prit des notes. La conversation se termina tranquillement. Quelques jours plus tard, Martha est arrivée à l'école avec un sourire éclatant. J'ai entendu quelqu'un rapporter qu'Alyssa était maltraitée. C'est ridicule. Elle a des antécédents de pensée imaginaire depuis qu'elle est petite. Un psychologue a même noté l'année dernière qu'elle montrait de légères tendances paranoïaques. Mademoiselle Catherine hocha la tête. Nous avons aussi remarqué des comportements étranges. Elle devrait peut-être revoir un psychologue. Laura n'eut d'autre choix que d'accepter, déçue. Sans preuve concrète, ce n'était qu'une parole d'enfant, et Martha, avec ses mensonges répétés, a encore gagné. Cette nuit-là, Alyssa s'est recroquevillée dans son lit. Son nez n'arrêtait pas de le démanger. Elle se gratta jusqu'à ce que sa peau se fissure. Du sang coulait, tachant l'oreiller. Ses yeux étaient grands ouverts, elle ne pouvait pas dormir. « Pourquoi personne ne me croit ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ne le voit-il pas? Je ne suis pas folle. » Dans l'obscurité, la lumière du jour filtrait à travers les lames des fenêtres, projetant de longs rayons de lumière sur le sol. Elle toucha de nouveau son nez. C'était raide, comme si la peau palpitait, quelque chose de profond à l'intérieur observant chaque respiration qu'elle prenait. Une autre nuit agitée s'est écoulée et la fillette de 12 ans est entrée dans un nouveau jour avec les yeux enfoncés, les doigts ensanglantés et une terreur sans nom pulsant à chaque respiration. Le cliquetis de la vaisselle résonnait dans la petite cuisine alors qu'Alyssa les lavait sous une faible lumière jaune, les mains engourdies par l'eau froide. Un bleu résultant d'un récent coup de fouet marquait encore le dos de sa main droite. Elle n'osait pas s'arrêter ne serait-ce qu'un instant. « Dépêche-toi. Tu te prends pour une princesse ?» La voix furieuse de Martha résonna dans le salon. Alyssa déglutit difficilement et répondit d'une voix tremblante, « Pourquoi, oui? J'ai presque fini. » « Oh, alors tu oses répondre, hein? » Petit gamin irrespectueux, grogna Martha. Quelques secondes plus tard, Martha apparut derrière elle, une pantoufle en plastique à la main. Boum! Le coup atteignit l'épaule d'Alyssa, la faisant presque tomber. « Je suis désolé. Je ne voulais pas le faire, » murmura Alyssa en se mordant la lèvre, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle continuait à faire la vaisselle. Son nez recommença à le démanger, comme toujours lorsque ses émotions montaient. Cette chose en elle réagissait. Elle gratta rapidement, essayant de ne pas laisser Martha la voir. Mais Martha le remarqua immédiatement. « Refaire ce truc de nez? Quoi? Tu as tellement besoin d'attention? Tu penses que je ne sais pas que tu veux que les gens se sentent désolés pour toi? Je ne le suis pas, dit doucement Alyssa. Ça démange vraiment. Tais-toi. Martha attrapa Alyssa par les cheveux et la traîna jusqu'au débarras sombre sous l'escalier. C'était un espace poussiéreux sans fenêtre, juste une chaise en bois branlante et des murs moisis. Reste ici jusqu'au matin. Pensez à vos stupides cascades folles. S'il vous plaît, j'ai peur du noir. Je ne suis pas ta mère. J'ai été obligé de t'élever. Si ce n'était pas pour ça que ton père était parti, tu serais déjà dans la rue. La porte s'est refermée et verrouillée de l'extérieur. Alyssa fondit en larmes, se recroquevillant sur le sol froid, frissonnant. Dans l'obscurité, les démangeaisons explosaient comme un animal sauvage sous sa peau. Elle s'est griffé le nez jusqu'à ce que du sang coule sur sa main. Et pour la première fois, elle a juré avoir entendu un léger bruit, un léger grincement au fond de sa cavité nasale. Le lendemain, Alyssa est arrivée à l'école avec un épais foulard qui couvrait la majeure partie de son visage. Eleanor s'est approchée et a murmuré, « Ça va? Je t'ai envoyé un texto hier, mais tu n'as pas répondu. J'ai été enfermée dans la salle de stockage toute la nuit. » Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent sous le choc. « Pourquoi?
Martha a dit que c'était parce que j'avais inventé des choses. Je voulais juste qu'on me croie. Eleanor serra fermement la main d'Alyssa. Je te crois, mais j'ai aussi peur de Martha. Un jour, elle est venue à l'école et a parlé à mon professeur. Tout le monde pense qu'elle est une bonne maman. Ouais, tout le monde pense ça, murmura amèrement Alyssa. Cet après-midi-là, Miss Catherine, la professeure principale, a appelé Alyssa au bureau. Sais-tu pourquoi je t'ai appelé, Alyssa? Non, je l'ai fait. Quelqu'un a signalé votre cas à la protection de l'enfance. Souhaitez-vous dire quelque chose? Alyssa serra les poings et baissa les yeux, le silence s'installant entre elles. Finalement, elle murmura, je trouve ça injuste. Je ne mens pas. J'ai vraiment des démangeaisons tous les jours. Et Martha ne m'aime pas. Tu crois qu'elle te frappe? Demanda doucement mademoiselle Catherine. Oui. Et ils m'ont affamé, enfermé. Mademoiselle Catherine hocha la tête pensivement. Sois honnête, Alyssa. C'est sérieux. En regardant son professeur droit dans les yeux, Alyssa répondit fermement, je ne mens pas, mais je sais que les gens croient toujours Martha plutôt que moi. Effectivement, après la réunion, Martha est revenue à l'école, tout sourire et avec une gentillesse répétée. Je suis désolée si quelque chose que j'ai fait a suscité des inquiétudes, dit-elle doucement. Alyssa est une enfant spéciale. Elle a été traumatisée depuis qu'elle était petite. Son père est mort dans un accident et je ne pense pas qu'elle s'en soit vraiment remise. Mademoiselle Catherine hocha la tête avec compréhension. Ce n'est pas facile d'élever un enfant présentant des symptômes psychologiques complexes. Je fais de mon mieux, mais parfois elle invente des choses, comme prétendre qu'il y a une créature vivante dans son nez. C'est déchirant. Madame Teresa a ajouté, nous lui recommanderons de consulter davantage de psychologues. Martha sourit doucement. J'apprécie vraiment. Je veux seulement le meilleur pour Alyssa. Ce soir-là, Martha jeta brutalement le vieux sac en tissu d'Alyssa sur le lit. Si jamais tu oses encore dire du mal de moi, tu n'iras plus à l'école. Tu m'entends? Je n'ai pas dit de mal. J'ai juste dit la vérité. La vérité? Mon cul. Martha se précipita, attrapa Alyssa par le col et la secoua violemment. Alyssa a crié de terreur. Je suis désolé. Je ne dirai plus rien. Trop tard. PFF. Une autre gifle violente retentit violemment. Alyssa fut jetée sur le lit, sa tête heurtant le coin pointu de la table. Elle était allongée, haletante, du sang coulant de son nez, cette fois mélangé à un mucus gris foncé. Martha fit une pause, ses yeux se plissant devant l'étrange substance sur la main d'Alyssa avec un froncement de sourcils. Dégoûtant. Et maintenant, tu divulgues on ne sait quoi. Puis elle se tourna brusquement et s'éloigna, laissant Alyssa seule, souffrante. Le lendemain, Madame Teresa a pris Alyssa à l'écart pendant la récréation. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé la dernière fois, Alyssa? Oui, je m'en souviens. J'ai trouvé étrange qu'il y ait des rapports affirmant que vous êtes mentalement instable, mais je n'y crois pas. Avez-vous vraiment été frappée? Alyssa hocha doucement la tête. Elle ne me traite pas comme une personne. Je suis juste un fardeau. Chaque jour, elle me traite d'inutile. Et ton nez? Tu sens toujours cette chose à l'intérieur. Oui, c'est encore plus fort maintenant. Je peux le sentir clairement, comme des racines molles qui vont et viennent. Hier soir, il y avait du mucus noir. Ce n'était pas du sang. Madame Teresa se tut, visiblement secouée. Elle sortit une petite carte de son portefeuille. Voici la carte de visite du docteur Smith, un nouveau neurologue à Chicago. Je lui ai parlé un peu de vous. Il m'a dit que si vous le vouliez, il vous examinerait gratuitement. Alyssa prit la carte d'une main tremblante. Pour la première fois, quelqu'un l'écoutait sérieusement. Cette nuit-là, Martha est rentrée tard et a senti une odeur de désinfectant provenant de la chambre d'Alyssa. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Je nettoie juste un peu. Qu'est-ce que tu caches dans ce sac? Alyssa recula, protégeant son sac à dos. Rien, juste quelques papiers. Martha s'empara du sac et le déchira. La carte du docteur Smith tomba. Qu'est-ce que c'est? Qui t'a donné ça? Mademoiselle Teresa. Mais c'est juste au cas où j'en aurais besoin. Martha serra la mâchoire, déchira la carte en deux et la jeta par terre. Tu te crois intelligent, hein?
Personne ne va t'aider. Je suis le seul que tu as. Et tiens-toi bien avant que je te fasse disparaître comme ton père. » Alyssa se figea. La dernière phrase la frappa comme un couteau. Pendant un bref instant, elle a vu les vrais yeux de Martha froids, dénués d'humanité. Cette nuit-là, Alyssa a sorti le téléphone qu'elle avait caché sous son matelas et a allumé la lampe de poche. Elle se pencha vers le miroir et releva doucement son nez. À l'intérieur, sous la faible lumière, elle vit quelque chose de noir, quelque chose comme une racine qui se contractait légèrement. Alyssa frissonna et essaya de l'enregistrer. Avant qu'elle puisse enregistrer la vidéo, Martha a ouvert la porte d'un coup de pied. « Vous filmez maintenant ?» Le téléphone lui fut arraché des mains et écrasé au sol. Des morceaux volèrent partout sous les pas de Martha. « Tu n'es qu'un déchet inutile que j'ai été obligé de ramasser. J'aurais dû t'étrangler le jour de ta naissance. » Alyssa tomba à genoux, se couvrant la tête. À l'intérieur, la chose dans son nez commença à se tortiller violemment, comme si elle aussi était enragée. Plus tard, Alyssa était assise seule dans les toilettes de l'école, la porte verrouillée derrière elle. Son visage pâle était illuminé par la lumière jaune maladive. Elle sortit un petit miroir et une mini-lampe torche de la poche de son manteau. Ses mains tremblaient. « Cette fois, je vais l'attraper, » murmura-t-elle, sa voix creuse par d'innombrables nuits d'insomnie. Elle pencha la tête et ouvrit doucement sa narine gauche. Une démangeaison sourde déferla le long de son arête nasale, comme un petit courant parcourant ses nerfs. Allumant la lampe de poche, elle la pointa vers le miroir. Soudain, une forme noire apparut. Sa forme n'était pas claire mais elle tremblait légèrement, comme une racine vivante. Alyssa retint son souffle, figée. À ce moment-là, elle ne se sentait plus elle-même mais comme l'hôte d'une créature extraterrestre. « Non, pas question, » murmura-t-elle. Elle a pris son téléphone et a commencé à enregistrer. Soudain, un grand bruit retentit à proximité, la faisant sursauter. La caméra a tremblé, la lumière a vacillé et la vidéo est devenue floue au moment où la créature commençait à bouger plus violemment. « Bon sang !» halta-t-elle. À ce moment-là, quelqu'un frappa violemment à la porte de la salle de bain. « Qui est là ?» a appelé la voix d'un professeur. « J'arrive tout de suite », dit rapidement Alyssa. Elle a nettoyé et caché le téléphone dans sa chemise. Lorsqu'elle sortit, Miss Lucy, son professeur de français, croisa son regard méfiant. « Est-ce que quelque chose ne va pas, Alyssa ? Tu as l'air épuisée. »« J'ai juste un rhume, madame. » Miss Lucy a remarqué qu'Alyssa tendait la main pour s'essuyer le nez. Le sang n'était plus rouge. Il était brunâtre, visqueux et dégageait une étrange odeur nauséabonde, comme de la viande en décomposition. Cette nuit-là, Alyssa récupéra secrètement un vieux téléphone caché sous le lit. Heureusement, Martha ne l'avait pas trouvé. Elle prévoyait d'envoyer la vidéo à Eleanor. Il fallait que quelqu'un voie ça. « Je ne suis pas fou. » Le message, accompagné de la vidéo, a été envoyé. Mais quelques minutes plus tard, elle a reçu une seule réponse, dégoûtant. « Ne m'envoie plus de messages. » Immédiatement, le symbole bloqué est apparu. Alyssa se figea. Sa main retomba. Les larmes coulaient sur son visage de manière incontrôlable. Elle respirait lourdement, sa main tendue vers son nez. La démangeaison brûlait maintenant comme du feu. Elle a gratté et gratté jusqu'à ce que sa peau saigne. « Mais qu'est-ce que tu fous là-dedans » rugit Martha depuis l'extérieur. « Rien. » « Ouvrez la porte. » La porte s'est ouverte en claquant. Martha est entrée en trombe et a saisi le téléphone. La vidéo était encore ouverte, à mi-parcours. « Tu filmes encore ces trucs bizarres ? Tu veux qu'on te traite de monstre ? Je veux juste que quelqu'un me croie. C'est réel. C'est dans mon nez. Tais-toi. Tu me rends fou. » Martha la frappa d'une gifle tonitruante, projetant la tête d'Alyssa contre le bord de la table. Elle chancela, le nez saignait plus que jamais et l'odeur était envahissante. Martha fronça le nez et se couvrit le nez. « C'est quoi cette puanteur ? » ?»« C'est ça. C'est ce truc. Ça suffit. Dorénavant, tu n'as plus le droit d'avoir d'appareil dans cette maison. » Elle frappa le téléphone d'un coup de pied, le brisant en 1000 morceaux, puis entraîna Alyssa hors de la pièce et l'enferma de nouveau dans le placard. « Reste là et réfléchis à ce que tu as fait. Plus tu parles, plus on a envie de t'interner. » Le lendemain matin, Alyssa arriva à l'école avec un bleu sur le front. En la voyant,
Madame Teresa Alta. Alissa, qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? J'ai glissé dans les escaliers. Vraiment? Oui. Teresa ne la croyait pas. Elle baissa les yeux et remarqua des égratignures sur le dos de la main d'Alissa. Veux-tu que je parle à quelqu'un pour toi? Personne ne me croit. Même mon meilleur ami pense que je suis dégoûtant. Madame Teresa a regardé profondément dans les yeux d'Alissa. Tu n'es pas dégoûtant. Ceux qui ont trop peur pour affronter la vérité sont ceux qui devraient avoir honte. Cet après-midi-là, Alissa était allongée sur son lit, lumières éteintes. La pièce était baignée par la faible lueur grise du crépuscule. Elle ferma les yeux, mais ne put dormir. L'odeur de pourriture dans son nez s'était propagée à sa gorge. Elle avait l'impression de se décomposer. Soudain, une violente démangeaison la frappa. Elle se redressa brusquement, haletante, et se précipita vers la salle de bain. Elle alluma la lumière et reprit le miroir. Cette fois, c'était plus clair que jamais. Ce n'était pas juste une racine, on aurait dit un minuscule tronc frétillant qui se contractait à chacune de ses respirations. Lorsqu'elle braqua la lumière directement dessus, quelque chose brilla comme un œil reflétant le faisceau. Alissa hurla, « Qu'est-ce que tu fais? Sors de mon corps !» Martha est arrivée en courant du salon. Et maintenant? Il y a quelque chose dans mon nez. Je jure que je ne suis pas fou. Il est vivant. Il a des yeux. Je l'ai vu. Martha se figea pendant quelques secondes, puis se rapprocha, les yeux sombres. Tu commences à me faire peur. S'il te plaît, maman, ne me frappe pas. Je dis la vérité. Tu t'entends? Tu as l'air d'un malade mental, à tout imaginer. Non, je l'ai enregistré en vidéo. Quelle vidéo? Quel téléphone? Alissa se figea. Elle réalisa que toutes les preuves avaient été détruites. Martha la regarda avec un sourire suffisant, comme si elle le savait depuis le début. Tu n'as rien. Juste un petit psychopathe vivant de pitié. Personne ne te croira, Alissa. La nuit est tombée. Alissa n'a pas mangé. Martha n'a pas pris la peine de demander. Elle était allongée, le visage contre le mur, serrant fermement son oreiller. Elle pouvait sentir que la créature fusionnait avec elle seconde après seconde. Sa respiration le faisait changer, comme s'il partageait le même système nerveux. Elle ne savait pas exactement ce qui vivait en elle, mais il était clair que cela grandissait. « Si je ne fais pas quelque chose, ça me tuera tôt ou tard », murmura-t-elle dans le noir. Une douleur aiguë lui traversa soudain le nez. Elle se redressa brusquement. Le sang jaillissait de son nez plus que jamais, mêlé à de fins filaments gris. Serrant les dents, Alissa attrapa un mouchoir et l'enfonça dans ses narines. En vain. Le sang continuait de jaillir, une odeur nauséabonde emplissant la pièce. Elle haleta et s'effondra au sol. Dans ce moment semi-conscient, elle vit une paire d'yeux comme celui dans le miroir qui la regardait depuis l'intérieur de son propre corps. Et elle savait que tout ne faisait que commencer. Au milieu d'un cours de mathématiques, Alissa s'affala sur son bureau. Elle reniflait sans cesse, le visage pâle, les yeux vitreux à cause d'un manque de sommeil sévère. Alissa appela mademoiselle Rachel. Aucune réponse. Alissa. Sa voix s'éleva. Toute la classe se tourna vers le fond de la salle. Alissa releva lentement la tête, mais au lieu de répondre, elle s'effondra sur son bureau. Une goutte de sang coula de son nez sur son cahier, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce que le sang coule en une longue traînée sur le sol de la classe. L'infirmière de l'école a immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital Saint-Joseph, le docteur Michael Smith, un urologue récemment déménagé de Denver, a repris le dossier. Alissa gisait immobile sur la civière, le visage pâle, le nez rempli de gaz. Martha venait d'arriver, arborant son faux air de panique caractéristique. Ce qui s'est passé? Je t'ai dit qu'elle était mentalement instable. Essayez-vous de la tuer, elle a crié aux infirmières. Le docteur Smith s'avança, parlant calmement. Nous l'examinons maintenant. Elle montre des signes de perte de sang, une inflammation des tissus nasaux et des mouvements anormaux à l'intérieur de la cavité nasale. Mouvement? Que entends-tu par mouvement? Une sorte de contraction des tissus mous. Je dois effectuer une endoscopie profonde pour en déterminer la cause. Non, absolument pas, intervint Martha, les yeux écarquillés. Elle a subi un traumatisme et imagine toutes sortes de choses folles.
Elle prétend avoir un œil dans le nez ou des racines. Tu crois vraiment à un enfant délirant? Smith marqua une pause et fixa Martha du regard. Mais c'est le troisième saignement de nez grave. Et cette fois, il y a une odeur nauséabonde. Si on n'enquête pas, ça pourrait mettre sa vie en danger. Je suis son tuteur légal. Je ne consens à aucune intervention chirurgicale. Alyssa s'est réveillée sous l'éclat intense des lumières fluorescentes de l'hôpital au-dessus d'elle. Elle gémit doucement. Smith se pencha. Vous êtes réveillée. Vous souvenez-vous de votre nom? Alyssa. Alyssa Wilson. Bien. Comment te sens-tu? J'ai mal à la tête et au nez. J'ai l'impression que quelque chose bouillonne à l'intérieur. Elle tourna la tête pour voir Martha debout derrière le médecin, le visage glacial. Alyssa se mordit la lèvre et regarda Smith. Puis-je parler seul au médecin? Non. Cassa Martha. Si elle a quelque chose à dire, je reste ici pour l'entendre. Je veux parler de ce qu'il y a dans mon nez. Smith fit signe à l'infirmière. S'il vous plaît, escortez Madame Martha dehors pendant un moment. Je m'y oppose, a crié Martha. Je suis sa mère. Vous êtes son tuteur, pas un médecin. Il s'agit d'un protocole médical, a déclaré Smith avec fermeté. Une fois qu'ils furent seuls, Alyssa se redressa lentement, tremblante. Docteur, vous me croyez? Dites-moi simplement la vérité. Il y a quelque chose qui vit dans mon nez. Il bouge. Je l'ai vu dans le miroir. Je l'ai même enregistré une fois, mais ma mère a cassé mon téléphone. Smith s'assit à côté d'elle, le visage sérieux. Tu as dit l'avoir vu une fois. Cela ressemblait à des racines qui tremblaient doucement. Une autre fois, j'ai vu un œil humain, qui me regardait droit dans les yeux. Il fit une pause. Une partie de lui voulait l'ignorer, mais les yeux d'Alyssa n'étaient pas délirants. Ils étaient pleins de supplications désespérées. Quelques heures plus tard, Smith a pris la décision d'effectuer une endoscopie nasale sans en informer Martha à l'avance. Il a programmé Alyssa pour un examen privé à la clinique où il travaillait. Cet après-midi-là, dans la salle d'endoscopie, Smith préparait le matériel tandis que l'infirmière Emily se tenait à ses côtés. Alyssa était assise sur la chaise, le cœur battant. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda-t-elle. « Ce sera un peu inconfortable, » répondit Smith, « mais tu es une fille courageuse. » La caméra a commencé à descendre dans son conduit nasal gauche. L'écran a d'abord affiché des structures normales, des membranes gonflées, quelques vieilles égratignures. Puis l'image a commencé à présenter des bugs. Emily, vérifie le signal. L'équipement est bon, docteur. Ce n'est pas la machine. Tous trois fixèrent l'écran. Une ombre apparut dans l'obscurité humide de sa fosse nasale. Soudain, un œil humain s'ouvrit brusquement, fixant la caméra. Alyssa hurla, « Voilà, c'est ça. Je te l'avais dit. » L'œil cligna une fois, puis disparut derrière un mince tissu ressemblant à une membrane. Smith recula légèrement, les mains tremblantes. Des sueurs froides s'accumulaient sur son front. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Emily murmura, « Ce n'est pas du tissu humain. » Alyssa haleta, se tenant le visage, tout son corps tremblant. « Je ne suis pas folle. Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Smith s'assit à côté d'elle et hocha lentement la tête. « Tu n'es pas folle, mais ça va bien au-delà de la médecine conventionnelle. Ce n'est pas une maladie. C'est un organisme vivant. » Ce soir-là, quand Alyssa rentra chez elle, Martha l'attendait dans la cuisine avec une ceinture à la main. « Où étais-tu? Tu te faufilais comme un foutu rat. Je suis allé voir le médecin sans ma permission. Qui a dit que tu pouvais y aller? Dr Smith. Il le sait maintenant. Il l'a vu. » Marthe se figea. Son expression passa instantanément de la rage à la panique. « Il a vu quoi? » L'œil dans mon nez. Martha s'avança et saisit Alyssa par les épaules. « Écoute-moi bien, petite. Si jamais tu ouvres à nouveau la bouche, je te fais disparaître comme ton père. Compris? » Alyssa la regarda droit dans les yeux, les larmes aux yeux. « Que as-tu fait à mon père? Cela ne te regarde pas. » Cette nuit-là, Smith était seul dans son bureau. Il repassait en boucle les images de l'endoscopie. L'œil n'était pas une hallucination. Il récupéra le dossier médical d'Alyssa. Il y avait des traces de falsification. Étrange.
L'endoscopie de ses 6 ans avait été presque entièrement effacée. Il fouilla dans la liste des anciens médecins traitants. Un nom ressortait, celui du docteur Johnson. Smith murmura, Johnson. Pourquoi cela vous dit quelque chose? Il trouva un vieux dossier et découvrit que Johnson avait fait l'objet d'une enquête interne pour suspicion d'implication dans des expériences neurologiques non autorisées sur des enfants. Mais plus choquant encore, cette année-là, un autre nom apparut dans la liste du personnel du centre de recherche, Martha Parker, assistante de recherche. Smith se figea. Il comprit alors qu'Alyssa n'était pas une patiente ordinaire. Elle était peut-être la victime survivante d'une expérience enfouie. Il se leva et sortit son téléphone. Alyssa, si tu as quoi que ce soit ou des vidéos, même des fragments de cet organisme, j'en ai besoin. Il faut que ça soit public. Le lendemain matin, Chicago était drapé de gris. Dans une petite pièce de la clinique privée du Dr Smith, Alyssa était assise, recroquevillée sur une chaise, enveloppée dans un sweat à capuche gris. Sous les lumières fluorescentes vacillantes, ses yeux étaient enfoncés et son nez recouvert de compresses de gaz. Smith vérifiait une dernière fois le matériel d'endoscopie. Il parla doucement. Cette fois, nous enregistrerons toute la procédure. Si c'est comme ce que nous avons vu hier soir, ce sera la preuve. Mais si Martha l'apprend, murmura Mélissa d'une voix tremblante, je te protégerai. Fais-moi juste confiance. L'infirmière Emily hocha la tête et ajouta doucement, ne t'inquiète pas, Alyssa. Tu n'es plus seule. L'endoscopie a commencé. Cette fois, la lunette a été insérée plus profondément dans sa cavité nasale gauche. L'écran affichait des images d'une clarté cristalline jusqu'au plus petit capillaire. Smith fronça les sourcils. Une masse sombre apparut. Cela ne ressemblait ni à du corail ni à du tissu nécrotique. On aurait dit un organisme vivant indépendant, doté de sa propre structure cellulaire, luisant de bioluminescence. Soudain, un œil s'ouvrit brusquement au centre de la masse sombre, fixant directement l'objectif. Emily haleta. Oh mon Dieu, il a vraiment un œil. Smith se releva d'un bond, les mains tremblantes. Son œil cligna une fois, clair et posé, comme s'il les regardait. Alyssa tremblait sur son siège. Il sait que vous regardez. Je peux le sentir. Smith a immédiatement éteint l'équipement. Ça suffit. Nous avons les images. Il a enregistré la vidéo, l'a chiffrée et l'a copiée sur 3 appareils distincts, un disque dur externe, une clé USB et un serveur cloud crypté. Emily murmura, docteur, ce n'est pas un parasite typique. Il est neurologiquement intégré. Smith hocha gravement la tête. Cela vit dans son nerf olfactif, et c'est conscient. Alyssa se prit la tête dans les mains. Je n'arrive pas à dormir. Ça me parle, pas avec des mots, mais avec des émotions. Ça me force à le garder en vie. Après avoir organisé le séjour temporaire d'Alyssa chez Madame Teresa, Smith a appelé un vieil ami, le docteur Paul Davis, un expert en neurobiologie extrême qui avait autrefois travaillé avec le National Research Institute. Paul, j'ai une question à te poser. Te souviens-tu du projet de Johnson en 2016? Tu parles du projet de circuit neuronal? Oui, celui impliquant des parasites capables d'interagir avec les systèmes neuronaux humains. Paul resta silencieux pendant un moment. Ce projet a été arrêté. Toutes les découvertes ont été scellées. Johnson a vu sa licence révoquée pour avoir implanté des tissus non approuvés sur des enfants sujets de test. Pourquoi tu parles de ça? Parce que je regarde ce qui pourrait être le seul résultat survivant de ce projet. Une fille de 12 ans. J'ai une vidéo. Le silence régna. Pendant ce temps, Martha ignorait toujours que la vidéo avait été enregistrée. Elle fit irruption dans la chambre d'Alyssa, fouillant tout, à la recherche de téléphones, d'enregistreurs, de la moindre trace de preuve. Tu te crois plus intelligent que moi, hurla-t-elle dans le vide. Tu crois que tu vas t'en sortir? En fouillant sous l'oreiller, Martha a trouvé un papier soigneusement plié à un ancien résultat de test sanguin datant de l'époque où Alyssa avait 6 ans. Les données étaient floues, mais le sceau national de l'hôpital était toujours visible. Martha l'a déchiré et l'a brûlé dans un cendrier. Personne ne peut le savoir. Personne. Ce soir-là, Smith a appelé Alyssa. J'ai contacté quelqu'un qui peut m'aider, mais j'ai besoin de plus de données. Je veux passer un scanner de ta tête. Je ne suis pas sûr que Martha laissera cela se produire. Nous n'avons plus besoin de sa permission.
Smith a envoyé une demande d'urgence à un centre d'imagerie diagnostique privé avec lequel il travaillait. Dans la catégorie des urgences médicales, il a amené Alyssa pour une scintigraphie cérébrale. Lorsque les images apparurent à l'écran, le visage d'Emily pâlit. Docteur, son nerf olfactif est complètement enclavé dans une structure anormale. Pas seulement enfermé, murmura Smith. C'est fusionné, et il semble avoir intégré une partie de son système nerveux central. Alyssa, assise à côté d'elle, se tenait la tête entre les mains. J'entends des voix dans ma tête. Pas des mots, plutôt des ordres. À ce moment-là, Paul Davis arrivait à la clinique de Smith. Après avoir regardé la vidéo, il a immédiatement parlé. C'est tout. Johnson l'a décrit un jour, un organisme microscopique qui s'intègre au tissu neural et aux récepteurs sensoriels. Il peut apprendre, grandir et contrôler l'hôte. Y a-t-il un moyen de le supprimer? Paul soupira. Ils ont essayé une fois l'ablation chirurgicale. 3 enfants sont morts en 10 minutes. Et Alyssa? Elle a survécu 6 ans. Peut-être que l'implant qu'elle a reçu était incomplet. Il a fallu du temps. Smith regarda Paul, résolu. Quoi qu'il en coûte. Je vais sauver cette fille. Cette nuit-là, dans la petite chambre d'amis où Madame Teresa hébergeait Alyssa, Smith lui rendit visite. Veux-tu t'en libérer, Alyssa? Plus que tout, je ne veux plus être enfermé dans une cage pour cette chose. Smith hocha la tête. Alors, croyez-moi. Il nous faut davantage de preuves. Nous devons prélever un échantillon de tissu. Un échantillon? Tu veux dire le couper? Juste une toute petite partie. Cela ne vous endommagera pas les nerfs. Pouvez-vous le gérer? Alyssa prit une profonde inspiration. Je peux le gérer tant qu'il perd le contrôle sur moi. Le lendemain matin, à la clinique, Smith a effectué une biopsie endoscopique nasale sous anesthésie locale. Alyssa restait immobile, les dents serrées sur une serviette. La caméra est entrée comme avant. Un microscalpel a été activé. Dès qu'il touchait les tissus de l'organisme, l'écran se mettait à trembler violemment et Alyssa sursautait. Arrêt! Cria Emily, son rythme cardiaque s'accélérant. Smith retira le scalpel, mais un flash rouge traversa l'écran. Ce n'était pas la lumière de la caméra, mais une réaction bioluminescente de l'organisme. L'œil s'ouvrit à nouveau. Cette fois, il ne scia pas. Il me fixa, profond, froid, inébranlable. Après l'échec de la biopsie, Smith reprit son souffle et s'essuya le front. Il sait. Il sait qu'on essaie de le tuer. Alyssa ouvrit les yeux, les larmes coulant sur son visage. Et ça ne nous le permettra pas. Smith a envoyé l'échantillon de tissu restant au laboratoire. Les résultats préliminaires lui donnaient la chair de poule. Les cellules n'étaient ni humaines ni purement parasitaires. La séquence d'ADN contenait un code biologique synthétique. Il a murmuré, ce n'est pas seulement une expérience médicale. C'est une forme d'arme neurobiologique. Son bureau baignait dans une lumière froide bleu-blanc. Sur l'écran de l'ordinateur, des flots de données génétiques défilaient. Le tissu prélevé sur Alyssa ne correspondait à aucune structure biologique connue. Ni parasite, ni mutation. Cette chose a été conçue, murmura Smith. À côté de lui, le docteur Paul Davis fronça les sourcils. Je n'ai jamais vu un organisme s'intégrer directement dans le système nerveux sans être rejeté par le système immunitaire. C'est comme s'il avait été conçu pour se lier d'amitié avec le corps ou le contrôler. Tu penses que Martha le sait? Il sait? La mâchoire de Smith se crispa. Elle n'était pas seulement au courant, elle en faisait partie. Ce soir-là, Smith s'est rendu aux archives médicales de la ville. Avec l'aide d'une ancienne collègue, Isabelle Morgan, archiviste, il a obtenu une autorisation d'accès temporaire, juste pour une nuit. Michael, s'il découvre que je t'ai aidé. Prévint doucement Isabelle. Merci, Isabelle. J'en assumerai l'entière responsabilité, répondit fermement Smith. Smith a commencé à parcourir les dossiers de traitement à partir de 2017, alors qu'Alyssa avait 6 ans. Le médecin traitant était le docteur Richard Johnson et l'assistante médicale était Martha Parker. Sous les notes, une annotation rouge glaçante attira son attention, expérience terminée. L'échantillon du patient a échoué. Smith trembla au mot échoué. Et si Alyssa avait échoué, pourquoi était-elle encore en vie? Isabelle s'approcha et désigna un formulaire de transfert interne.
Après la dissolution du projet, Johnson prit sa retraite et Martha disparut de la liste du personnel. Elle avait changé de nom dans le système et s'était inscrite comme tutrice légale d'Alyssa, 3 mois seulement après l'accident de son père. L'esprit de Smith s'emballa. Cet accident n'était pas un accident, c'était un meurtre pour le réduire au silence. Le lendemain matin, Smith visita l'école où le père d'Alyssa avait enseigné la physique. Il rencontra l'ancien directeur, M. Matthew Rogers, un homme nerveux d'une 60aine d'années, à l'expression sérieuse et crispée. Le père d'Alyssa, Alan Wilson, était un homme bien, a déclaré Rogers. Dévoué, honnête, toujours prêt à poser des questions. A-t-il déjà enquêté sur quelque chose lié à des problèmes médicaux? A demandé Smith. Rogers hocha lentement la tête. Un jour, il est venu ici avec une pile de documents photocopiés. Il a dit que quelqu'un avait injecté quelque chose d'étrange à sa fille sans son consentement. L'hôpital a nié, mais il a commencé à rassembler des preuves. 2 semaines plus tard, il est décédé dans ce qu'on appelle une glissade et une chute dans l'ascenseur. Smith serra le poing. Ce n'était pas un accident. Je sais, dit doucement Rogers, mais personne n'a osé enquêter. Quelques jours plus tard, une femme nommée Martha se déclara soudainement belle-mère légale d'Alyssa et obtint la garde exclusive de l'enfant. Dans le petit appartement où mademoiselle Teresa hébergeait temporairement Alyssa, la jeune fille était assise, le regard vide, près de la fenêtre. Ses yeux étaient secs, il n'y avait plus de larmes à verser. Teresa lui servit du thé et s'assit à côté d'elle. « As-tu dormi la nuit dernière, chérie ?» demanda doucement Teresa. « Non. Il ne me le permettait pas. Il n'arrêtait pas de murmurer dans ma tête, des pensées étranges. »« Quel genre de pensée ?» insista Teresa. « Il veut rester. Il déteste la lumière. Il déteste les scalpels. Il apprécie ma douleur. » Teresa serra doucement la main d'Alyssa. « Tu n'es pas une créature. Tu es un être humain. Et le docteur Smith va te sauver. » Alyssa pinça les lèvres. « Mais Martha, elle sait quelque chose. Je suis sûr qu'elle est plus qu'une belle-mère. » Au même moment, Smith rendit visite à Martha sous prétexte d'examiner les résultats médicaux. Elle ouvrit la porte avec sa posture calme habituelle, mais ses yeux trahissaient la tension. « Je pensais que tu avais compris, dit-elle froidement. Je t'ai demandé d'arrêter de t'impliquer. J'ai juste besoin de voir ces médicaments. Que as-tu donné à Alyssa la nuit ?» Martha croisa les bras d'un air de défi. « Ça ne te regarde pas. Tu lui donnes des somnifères à forte dose. L'un d'eux est interdit aux mineurs. Elle souffre d'insomnie. Que étais-je censé faire? Et tu violes mon droit de garde. » Smith s'approcha, d'une voix basse et aiguë. « Vous n'êtes pas son véritable tuteur. Vous étiez l'assistant de Johnson. Vous lui avez implanté ce truc dans le nez. Vous avez fait taire son père. Et maintenant vous avez peur que la vérité éclate. » Martha eut un sourire narquois, mais son regard vacilla. « Vous croyez tout savoir. Vous vous trompez, docteur. Vous n'imaginez pas ce qui vit en elle. Je sais que c'est un organisme synthétique, et je vais tout exposer. Personne ne vous croira et personne ne survivra au contact avec le projet de circuit neuronal. » Ce soir-là, Smith a appelé Paul par vidéo. « J'ai besoin que tu approfondisses le projet de circuit neuronal. Je ne crois pas qu'il ait jamais été vraiment arrêté. Je pense qu'il est toujours actif, juste enterré. » Paul a affiché des fichiers sur son écran. « Tu as raison. Je viens de trouver une entrée budgétaire suspecte du département des sciences pour 2019. Pas de description, juste l'étiquette Johnson 4.0. Bon sang. Ils n'ont jamais arrêté. Et Alyssa en est la preuve vivante. » Alyssa était assise chez Teresa, écrivant dans son journal. Son écriture tremblait, les mots étaient irréguliers. On apprend plus vite. Chaque fois que j'ai peur, ça devient plus fort. Chaque fois que je suis en colère, j'ai l'impression que cela me réconforte. Parfois, je n'arrive pas à dire si une pensée est la mienne ou si elle est. J'ai peur. Un jour, je disparaîtrai. Tard dans la nuit, Smith a revu la vidéo de l'endoscopie. À chaque fois qu'il la regardait, l'œil lui donnait la chair de poule. Cette fois, il a arrêté la vidéo au moment où l'œil s'ouvrait le plus grand et a augmenté le contraste. Soudain, il a vu un petit réseau de vaisseaux sanguins se former autour de l'œil, modelant ce qui semblait être du tissu cérébral secondaire.
Il murmura, il développe son propre cerveau. L'air nocturne de Chicago était plus froid que d'habitude. Dans l'appartement silencieux, Alyssa était assise bien droite dans son lit, le visage pâle et les yeux creux. L'horloge murale indiquait presque 2 heures du matin, mais elle n'arrivait pas à dormir. Non pas par peur de Martha ou à cause de cauchemars, mais parce qu'elle était éveillée. « Je sais que tu m'entends », murmura Alyssa d'une voix sèche et brisée. « Tu vis en moi. » Il n'y eut pas de réponse, mais un pouls sourd de son arête nasale monta jusqu'à son front comme une douce vague. Pas exactement de la douleur, plutôt quelque chose qui effleurait profondément son esprit. « Je ne te laisserai pas me contrôler. » Puis une pensée traversa son esprit, claire comme une voix, « Nous avons besoin les uns des autres. Sans moi, tu es vide. » Alyssa recula, se tenant la tête. « Non, je suis moi. Je ne suis pas ton vaisseau. » On frappa devant sa porte. « Alyssa, ça va ?» La douce voix de Teresa flotta. « Je vais bien, je n'arrive pas à dormir. Le docteur Smith viendra demain. Essayez de vous reposer. » Alyssa ne répondit pas. Sa gorge était sèche. Les démangeaisons nasales revinrent, mais cette fois, elles s'infiltrèrent profondément dans son crâne. Pendant ce temps, à la clinique, le docteur Smith a appelé la police en urgence. « Je dois signaler un cas de mise en danger d'un enfant avec des risques mortels. La victime s'appelle Alyssa Wilson, 12 ans. » La voix à l'autre bout du fil répondit lentement, « Avez-vous des preuves matérielles, docteur ?» « Oui. » L'endoscopie révèle un organisme vivant dans sa fosse nasale. L'enfant a été battu, sous sédatif, enfermé dans des placards sombres. Sa belle-mère est Martha Parker, ancienne assistante de recherche du docteur Richard Johnson. Cela ressemble à un film de science-fiction. Cela semble réel si vous voyez l'œil grand ouvert à l'intérieur du cerveau de cet enfant. Je ne plaisante pas. Il y eut un silence. Puis la voix de l'agent s'adoucit. Nous allons envoyer une unité d'intervention d'urgence. Veuillez nous envoyer l'adresse. Martha avait perdu tout son sang-froid. Dans sa cuisine froide, elle mélangeait un sachet de poudre blanche dans une tasse de lait chaud. Sur la table se trouvait une bouteille étiquetée Madaslam avec un avertissement rouge, ne pas utiliser chez les enfants de moins de 16 ans. Ils ne la prendront pas, murmura-t-elle. Pas alors qu'elle est si proche de la phase finale. Elle ouvrit son sac à main, en sortit une seringue, préleva du liquide dans un petit flacon en verre et se dirigea silencieusement vers la pièce où séjournait Alyssa. Teresa a ouvert la porte quand Martha a sonné. « Je suis ici pour ramener Alyssa à la maison », a-t-elle déclaré. Le médecin a dit qu'elle devrait se reposer dans son propre lit. « Il est 2 heures du matin, Madame Martha. » Teresa fronça les sourcils. « Je m'inquiète juste pour elle. Et j'ai le droit de la garder ici jusqu'au matin, conformément à l'accord avec la police. » « Tu devrais partir, » Martha sourit légèrement. « Es-tu sûr que tu vivras jusqu'au matin ?» Avant que Teresa puisse réagir, Martha la frappa d'un coup de poing au cou. Elle s'effondra inconsciente. Martha l'enjamba et entra dans la maison comme une ombre. Dans la pièce, Alyssa était appuyée contre le mur lorsque la porte s'ouvrit à la volée. « Lève-toi, petit monstre. » Les yeux d'Alyssa s'écarquillèrent. Elle essaya de se lever. « Qu'avez-vous fait à Miss Teresa ? Elle va dormir un moment. »« Tu n'es pas ma mère. » Martha s'approcha en ricanant. « Tu as raison. Je ne suis pas ta mère. Je te surveille depuis le début de l'expérience. » « Quelle expérience ? » ? Le projet de circuit neuronal. Johnson et moi avons implanté l'organisme en toi quand tu avais 6 ans. Tu es le seul à avoir survécu. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Parce que tu es le fils d'un traître, Alan Wilson. Ton père travaillait pour le ministère de l'Éducation. Il a découvert le projet et a voulu le révéler au grand jour. Alors je l'ai séduit, je l'ai épousé et je lui ai fait croire que tu méritais un traitement de faveur. Alyssa recula, les larmes coulant. Tu as tué mon père. Oui. Et je te tuerai aussi si tu ne te tais pas. Elle sortit la seringue et se rapprocha. Alyssa a crié, à l'aide. Quelqu'un m'aide. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. L'agent Smith a dirigé une équipe de 3 agents à l'intérieur. Lâchez la seringue. Martha se retourna, le visage tordu par la rage. Il est trop tard. Elle a plongé l'aiguille dans son propre bras et s'est effondrée sur le sol, la bouche écumante.
Smith se précipita vers Alyssa. Ça va? Je pense que oui. Elle s'est injectée elle-même, a confirmé un policier. Ce n'est pas une dose mortelle. C'est un anticonvulsivant. Probablement une réaction biochimique. Nous l'emmenons. Alyssa a été emmenée à l'hôpital. Pendant tout le trajet, elle n'a cessé de répéter la même phrase, « Tu me crois maintenant, n'est-ce pas ?» Smith lui tenait la main. « Je ne te crois pas seulement. Je vais te sauver. Je le promets. » Le gémissement de l'ambulance résonnait dans les couloirs du centre médical de l'Université de Chicago. Alyssa fut transportée d'urgence aux urgences, dans un coma profond, son nez saignait abondamment. Chaque fois qu'un médecin essuyait le sang, un épais mucus noir suintait ni du pus, ni du sang, mais une odeur de chair en décomposition. Sa tension artérielle baissait rapidement. Son rythme cardiaque était irrégulier. Appelez le docteur Smith et appelez l'équipe d'imagerie maintenant. Smith est arrivé en courant, enfilant son manteau et en criant « Où est-elle » L'infirmière Emily l'a arrêtée. Elle subit un scanner d'urgence. Smith, elle pourrait ne pas survivre si cette chose atteint son cerveau. Smith serra les poings. Nous ne laisserons pas cela arriver. Dans la salle de contrôle, les images du scanner sont apparues lentement sur le moniteur. Ils ont révélé une structure en forme de tentacule ressemblant à une racine se développant de la cavité nasale directement dans le nerf olfactif, s'accrochant à la base du lobe frontal. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel » s'est exclamé un médecin. Smith se figea et montra l'écran. Ce n'est pas du tissu humain. C'est un organisme vivant formant une connexion neuronale avec le cerveau. Est-ce extraterrestre? Demanda doucement un autre médecin. Non. Fabriqué par l'homme. Une expérience interdite combinant du tissu neuronal sensoriel. Interdite depuis 2017. Pouvons-nous l'enlever? Smith prit une grande inspiration. Il faut opérer. Et il faut le faire maintenant. Au poste de police du district de Queens, Martha était assise menottée dans la salle d'interrogatoire. Son visage était pâle, ses cheveux ébouriffés, mais ses yeux restaient froids et provoquants. L'inspecteur Rebecca Taylor était assise en face d'elle et posait 3 photos sur la table, une image endoscopique de l'organisme présent dans le nez d'Alyssa, le dossier personnel de Martha du Johnson Institute et une copie de l'acte de décès d'Alan Wilson. Vous savez ce que nous avons, n'est-ce pas? Martha resta silencieuse. Rebecca rapprocha l'image endoscopique. Voici l'œil de l'organisme biologique présent dans la fosse nasale d'Alyssa, l'enfant dans laquelle vous l'avez implanté alors qu'elle n'avait que 6 ans. Martha eut un léger sourire narquois. Tu appelles ça un organisme? Non, c'est une structure évolutive. Vous admettez que vous avez travaillé avec Johnson. Je ne le nie pas. Et tu étais en couple avec le père d'Alyssa avant de le tuer. Silence. Rebecca se pencha en avant. Je n'ai pas besoin d'aveu. La vidéo du docteur Smith, les dossiers archivés et les témoignages de vos anciens collègues suffisent pour vous accuser de maltraitance d'enfants, de meurtre avec préméditation et de conduite d'expériences biologiques illégales. Martha parlait lentement, les yeux vitreux. Vous ne comprenez pas. Si Alyssa survit, elle deviendra la première interface neuronale de l'espèce humaine. Vous venez de tuer le futur. Rebecca sourit. Non, nous sauvons un enfant du monstre que vous avez contribué à créer. Au bloc opératoire, Alyssa était immobile, la peau pâle comme la neige, son rythme cardiaque instable. Le docteur Smith se tenait à la table, en face du docteur Samuel Harris, chef du service de neurochirurgie. Es-tu sûr, Michael? Si nous nous trompons sur l'ancienne route de l'usine, nous avons attendu assez longtemps. La maladie s'étend au lobe frontal. Si on ne l'enlève pas maintenant, elle envahira son système nerveux. Alors commençons. L'opération a duré 6 heures. Smith a dirigé l'opération, chaque incision étant calculée, chaque mouvement mesuré. L'organisme s'accrochait à son tissu nerveux comme des tentacules. Chaque tentative de le décoller comportait un risque d'hémorragie cérébrale. À mi-chemin, le rythme cardiaque d'Alyssa s'est arrêté. Arrêt cardiaque. Appelez le défibrillateur, a crié quelqu'un. Samuel a crié, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Une partie de l'œil a percé la base du cerveau, cria Smith. Dégagez. 3, 2, 1, choc. Bip. Le moniteur sursauta. Le cœur d'Alyssa recommença à battre. L'équipe a expiré de soulagement.
Une fois l'organisme entièrement retiré, Smith l'enferma dans un bocal en verre. À l'intérieur, la masse noire, aux yeux fixes, continuait de bouger, observant tout le monde dans la pièce comme si elle était encore vivante. Emily frissonna. Il nous observe. Smith secoua la tête. Non, c'est coupé de son système nerveux maintenant. C'est juste un corps sans vie. Alyssa fut transférée en salle de réveil. Des infirmières l'entouraient, des machines surveillant chaque signe vital. Smith s'assit à côté d'elle, tenant doucement sa petite main. 1 heure plus tard, Alyssa remua et ouvrit lentement les yeux. « Docteur » murmura-t-elle. « Vous m'entendez ? Est-ce toujours là ?» Smith sourit doucement. « C'est fini. Tu es libre maintenant. » 2 jours plus tard, les médias américains ont explosé. Les gros titres du New York Times, du Washington Post et du Chicago Tribune annonçaient. Parasite neural, une fille survit à 6 ans d'expérimentation illégale. Martha Parker, assistante du projet Johnson, arrêtée pour plusieurs accusations criminelles. Le docteur Michael Smith, qui a découvert un organisme vivant dans la cavité nasale d'un enfant, a été nominé pour le Laser Award for Medical Excellence. Au commissariat, Martha était assise seule dans sa cellule. Une lumière blanche et froide projetait des ombres sur son visage creusé, son regard perdu dans le vide. Une jeune policière entra et lui tendit un journal plié. Tout juste sorti de presse. Le docteur Smith vient d'obtenir la tutelle légale d'Alyssa. La jeune fille se rétablit bien. Martha ne répondit pas. L'agent ajouta, « Vous avez perdu. » Martha émit un rire sec et murmura, « Tu n'as fait que lui couper la queue. » À l'hôpital, Alyssa s'est assise dans son lit en tenant la main du docteur Smith. « Est-ce que tu le ressens toujours ? » « Non. Juste du vide, mais plus léger. Toujours étrange. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et maintenant, tu peux prendre un nouveau départ. » Alyssa sourit, ses yeux brillants de vie. « Docteur, je ne veux pas être simplement un survivant. Je veux comprendre. Je veux l'étudier. Je veux étudier les neurosciences. » Smith resta silencieux pendant quelques secondes, puis sourit chaleureusement. « Alors je t'aiderai, quoi qu'il arrive. » 6 ans plus tard, sur une petite place en face de l'Institut national des neurosciences de San Francisco, la douce brise printanière dansait dans l'air. Le soleil brillait sur les cheveux châtains d'Alyssa, maintenant âgée de 18 ans, grande et confiante, avec des yeux brillants et déterminés. Elle portait un chemisier blanc sous un blazer bleu marine, une étiquette avec son nom accroché à sa poitrine sur laquelle était écrit « Chercheur en neurosciences, Université de San Francisco ». Alyssa se tenait devant le bâtiment de verre de 3 étages, le cœur plein. Elle inspira profondément pour la première fois depuis des années. Son nez ne le démangeait pas. Il n'y avait plus de puanteur, plus d'yeux qui regardaient de l'intérieur. À côté d'elle se tenait un homme grisonnant avec un sourire aimable, le docteur Michael Smith, aujourd'hui quinquagénaire, professeur honoraire à l'Université de Chicago. « Nous y sommes parvenus, dit-il d'une voix chaleureuse. Le premier pas d'un nouveau voyage. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je me suis vraiment embarqué. Tu n'es pas simplement entré. Tu l'as bien mérité, répondit Alyssa avec un doux rire, les yeux embués. Si vous ne m'aviez pas cru à l'époque, je n'aurais pas sauvé un génie. Ils échangèrent un regard. Plus besoin de mots. Les longues nuits, les cauchemars, les horribles scans, ils étaient désormais derrière eux. Juste des souvenirs et de la motivation. Ce soir-là, Alyssa est apparue dans un talk show américain spécial intitulé À travers l'enfer, histoire vraie de survie. Elle était assise au centre de la scène sous des lumières tamisées. L'animatrice, une femme d'âge moyen nommée Claire Monroe, a commencé. « Mesdames et messieurs, la jeune femme devant vous est un symbole vivant, une survivante de l'un des cas de bioéthique les plus choquants de l'histoire récente des États-Unis. » Alyssa eut un humble sourire, les yeux baissés sur ses mains posées sur ses genoux. « Merci, Miss Claire. Je suis profondément ému d'être ici pour enfin partager une histoire à laquelle presque personne ne croyait à l'époque. » L'hôte hocha doucement la tête. « Pouvez-vous partager avec le public quelle a été la chose la plus douloureuse que vous ayez vécue ?» Alyssa marqua une pause, puis parla clairement et fermement. « Le plus douloureux n'était pas la créature dans mon nez. Ce n'était pas les coups ni le dégoût dans les yeux des gens. C'était de dire la vérité à voix haute et de ne pas être cru par personne, d'être traité comme un fou,
une nuisance simplement parce que ce que je ressentais ne correspondait pas à l'idée que se fait le monde de la normalité. La salle devint complètement silencieuse. Elle a poursuivi, sans le docteur Smith, sans un adulte assez courageux pour poser des questions et m'écouter, je serais peut-être morte comme mon père. Et cette créature, elle aurait pu se multiplier. Claire Monroe essuya une larme. Et maintenant, que veux-tu faire de cette nouvelle vie? Je veux devenir neurologue, mais pas seulement pour soigner des maladies. Je veux étudier ce que la médecine n'a pas encore osé nommer. Pour qu'aucun autre enfant n'ait à hurler de désespoir comme je l'ai fait autrefois. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans la salle. Beaucoup se sont levés. Après le talk show, Alyssa est retournée dans sa chambre d'hôtel et a ouvert le vieil ordinateur portable que le docteur Smith lui avait offert lorsqu'elle avait 16 ans. Sur l'écran apparaissaient des dizaines de documents de recherche, études sur le système nerveux olfactif, les mécanismes de stimulation cellulaire et dossiers anatomiques de l'organisme désormais officiellement classé de type A, menace biologique à haut risque. Elle ouvrit un dossier et regarda la vieille photo à l'image endoscopique de l'œil vivant dans son nez, au regard froid et étranger. Alyssa murmura, « Tu m'as autrefois contrôlé, tu m'as fait croire que tu faisais partie de moi, mais tu n'es plus qu'un souvenir. Et j'ai gagné. » Elle a cliqué sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. Une semaine plus tard, lors de la cérémonie panaméricaine de remise des bourses aux jeunes chercheurs à Boston, Alyssa est montée sur scène pour recevoir son prix. Devant des centaines de professeurs et d'experts internationaux, elle a prononcé son discours dans une langue allemande courante. « Je ne suis pas venue ici pour raconter une tragédie. Je suis venue parce que je crois que la science peut sauver des vies, mais qu'elle peut aussi les détruire lorsqu'elle manque d'éthique. Je suis le fruit d'une erreur, mais j'ai choisi de la transformer en connaissance. C'est pourquoi je consacrerai ma vie à étudier la frontière entre vie et contrôle. » L'auditorium tout entier s'est levé, applaudissant sans arrêt. De retour aux États-Unis, Martha Parker a été condamnée à 26 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre, maltraitance d'enfants, expérimentation illégale et obstruction à une enquête criminelle. Lors de l'audience finale, lorsqu'on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire à la victime, Martha a regardé silencieusement Alyssa, qui était venue témoigner, puis s'est détournée sans un mot. Alyssa n'a pas regardé en arrière. À la fin de cet été à Chicago, Smith a organisé une petite fête d'adieu chez lui pour célébrer le prochain voyage de recherche à long terme d'Alyssa en Allemagne. Des collègues, d'anciens étudiants et l'infirmière Emily sont tous venus. Il y avait des rires, de la musique douce et même quelques larmes. Emily trinqua avec Alyssa. « Je me souviens encore du regard de cette créature. Mais quand je te regarde dans les yeux maintenant, je sais qui a gagné. Je n'ai pas gagné seul. Tous ceux qui ont cru en moi l'ont fait, » répondit Alyssa. Smith s'approcha et lui tendit une petite boîte, un cadeau d'adieu. Alyssa l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une casquette chirurgicale brodée des mots, « Celui qui a vaincu les ténèbres. » Conquérant des ténèbres. Elle le serra fort dans ses bras. Je le porterai le premier jour de mon internat. Lors de sa dernière nuit en Amérique, Alyssa se tenait à sa fenêtre, contemplant les lumières scintillantes de la ville. Elle inspira profondément. Une brise fraîche passa, apportant le léger parfum des citronniers bordant la rue. Il n'y avait plus de puanteur, plus de démangeaison, plus de peur, seulement la foi. Elle ferma les yeux et murmura comme un vœu, « J'ai survécu et à partir de maintenant, je vivrai pour les enfants, et personne n'y croit. » L'histoire d'Alyssa nous rappelle que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, trouvera toujours un moyen d'émerger si quelqu'un est assez courageux pour l'écouter et la protéger. Parfois, le monstre le plus dangereux n'est pas celui qui se cache dans l'ombre, mais l'apathie d'un monde qui refuse de reconnaître la douleur des autres. Dans une société pleine de doutes et de jugements, la chose la plus précieuse est de croire en la voix de ceux qui ne sont jamais entendus. Et parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en vous. Cela seul peut vous sauver de l'obscurité. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous remercions sincèrement de votre soutien. À bientôt.